Je vais parler là. Bien, chers amis, si vous voulez bien, on va commencer. Vous savez que la communauté de la synagogue du quartier latin a démarré depuis quelques années un cycle de conférences qui s'appelle « Est-ce que c'est bon pour nous ?» Et dans la série « Est-ce que c'est bon pour nous ?» il était important de revenir sur une affaire qui, à mes yeux, est très importante et qui marquera pendant longtemps le combat de l'information entre Israël et, bien sûr, ses voisins. On a la chance ce soir donc, d'avoir avec nous Philippe Carsanti. Philippe Carsanti qui est adjoint au maire de Neuilly, qui est surtout aujourd'hui au cœur d'un combat dont l'enjeu est la désinformation. Et il a été tout à fait exemplaire. Il y a quelques années, j'étais dans la cour d'appel où il était jugé face à Charles Anderlin et aussi France 2. Et quelques-uns, on était là, dans le prétoire, pour le soutenir et pour dire que ce combat était à nos yeux tout à fait important. Alors pour en parler ce soir, je vais donner tout de suite la parole à Michel Gorfinkel, qui, comme géopolitologue, va nous mettre un peu en perspective l'affaire Al-Doura et nous expliquer pourquoi il est si important. Beaucoup de gens disent « Oh, c'était il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on revient sur cette affaire, et pourquoi donc, etc. » En fait, non. En fait, cette affaire, elle est importante, elle est symbolique, et il est important qu'on revienne dessus. Et je voudrais que, en quelques mots, Michel nous mette en perspective l'affaire Al-Doura, nous dise comment encore, il y a quelque temps, vous avez tous vu cette jeune fille dont on nous disait qu'elle avait été tuée par des gaz lacrymogènes israéliens, etc. Et on a découvert que ce n'était pas du tout le cas. Je vous rappelle l'affaire de Jenin, etc. Donc en fait, il y a un vrai comportement, une vraie guerre sur l'information. Et je voudrais que Michel un peu nous mette en perspective l'affaire Al-Doura pour qu'on comprenne pourquoi il est important aujourd'hui de revenir avec Philippe Carsanti, et merci Philippe d'être avec nous ce soir, sur les mécanismes de cette désinformation, comment les médias y ont participé, et qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous. Merci. Avant de commencer, je voudrais juste vous accueillir au nom de la communauté du quartier latin. Je vous accueille ce soir. Nous remercions la communauté du quartier latin. Je voudrais remercier plus particulièrement les personnes qui se sont occupées des aspects d'organisation, des aspects techniques de cette conférence ce soir. Alain Bitton et Willy Guenich qui se sont occupés de tout ce qui concerne l'élément audiovisuel de la conférence, qui va être extrêmement important dans quelques minutes, comme vous allez le constater. Et je voudrais également remercier Brigitte Goffinkiel qui a organisé cette conférence, comme les autres conférences de la communauté du quartier latin. Le problème tel qu'il a été posé est un problème très simple, très clair. Depuis que l'histoire humaine existe, malheureusement, il y a eu des guerres. Depuis que les guerres existent, l'action psychologique... Les podcasts qui sortent de nous pouvons continuer oui, ça fait partie de l'animation Non, pas encore. D'accord, ok. Il y a des discours de propagande célèbres qui nous sont parvenus. Il y en a dans la Bible, il y en a chez les auteurs romains, chez les auteurs grecs. À l'époque moderne, au XXe siècle, vous savez à quel point les régimes totalitaires ont utilisé la manipulation de l'opinion, la propagande. Il y a eu des ministères de la propagande dans des États totalitaires du XXe siècle. Il y avait un ministère de la propagande en Allemagne nazie dirigé par le célèbre
Goebbels. Il y avait l'équivalent exact de ce ministère dans l'URSS totalitaire communiste. Et les pays démocratiques, eux aussi, ont tenté quelquefois d'utiliser un certain nombre de moyens de persuasion, d'action psychologique pour défendre la liberté. Les idées, y compris les mythes, si vous voulez, les idées, un mythe c'est une idée qui va faire appel à la part inconsciente de l'individu, ont une importance tout à fait cruciale dans les conflits en général. Cela permet à la fois de mobiliser votre camp et de démoraliser le camp adverse. Dans le cas précis d'Israël, nous avons avec Israël un pays qui a fait preuve il existe depuis un peu plus de 62 ans, d'une résilience extraordinaire sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan militaire et stratégique, mais Israël reste fondamentalement un pays petit et vulnérable. Et donc les ennemis d'Israël ou les puissances qui ont un intérêt à utiliser la lutte contre Israël pour d'autres fins, ces ennemis d'Israël sont dans si vous voulez, une situation très tentante vis-à-vis de ce pays, c'est-à-dire que comme il est vulnérable, on peut lui faire la guerre, comme on peut lui faire la guerre de façon crédible, plus on lui fera la guerre, plus cela pourra être utile de diverses manières. Et pour faire la guerre à Israël, on utilise un certain nombre de mythes. On utilise d'abord, et avant toute chose, des mythes très anciens qui sont liés au peuple juif. Le peuple juif est pratiquement le peuple le plus ancien de l'histoire du monde. Il n'a pas beaucoup changé depuis environ au minimum 2500 ans. C'est tout à fait considérable dans l'histoire du monde. Si vous reportez 2500 ans en arrière, vous avez des juifs déjà qui emploient la même langue, l'hébreu, qui écrivent les mêmes textes, qui les lisent et qui ont à peu près les mêmes problèmes géopolitiques avec leurs voisins et avec d'autres civilisations. Et un certain nombre de mythes négatifs se sont créés contre les juifs. Et l'un de ces mythes très puissants, c'est le mythe des juifs en tant qu'assassins, et spécialement assassins d'enfants. Et cette mythologie du crime rituel, cette mythologie du massacre des innocents, cette mythologie il y a aussi l'idée du déicide qui est quelque part derrière, toutes ces mythologies sont à l'arrière-plan de la plupart des cultures du monde et peuvent être réactivées très facilement. Lorsque les pays arabes, lorsque l'organisation les différentes organisations nationalistes palestiniennes, arabes palestiniennes, ont mis en place une véritable guerre psychologique, guerre de propagande contre Israël, ils ont manipulé ces mythes, ils les ont manipulés vis-à-vis de leur propre audience, ils les ont manipulés vis-à-vis des audiences occidentales, ils les ont également manipulés vis-à-vis des consciences israéliennes et juives. Les Juifs et les Israéliens, pour un certain nombre de raisons, peuvent être eux-mêmes se poser des questions si on leur dit « mais vous avez tué des enfants innocents ». Cela renvoie d'une autre manière à beaucoup de questions qui sont encore une fois plus inconscientes, subconscientes qu'autre chose. Il y a 10 ans, la deuxième intifada éclate en Israël. Un reportage le 28 septembre est diffusé sur une chaîne publique française, dont Lucas Santi va nous parler dans quelques instants. Ce reportage est diffusé dans le monde entier. Ce reportage est diffusé gratuitement dans le monde entier. Généralement, une télévision cherche à vendre un reportage intéressant. Cette fois-là, elle distribue ce reportage dans le monde entier. Peu à peu, un certain nombre de personnes qui se repassent ces images pour essayer de les comprendre commencent à déceler des contradictions. Un débat s'ouvre. Ce débat est pris très au sérieux dans un certain nombre de pays au monde. Il y a des pays, par exemple un pays de l'Union européenne, l'Allemagne, où
une chaîne de télévision qui a exactement le même statut que la chaîne française, nous allons parler dans quelques instants. Une chaîne allemande, au moins, pose la question, ouvre un débat. On verra toutes sortes de débats médiatiques au plus haut niveau qui vont être ouverts dans l'ensemble des pays libres, dans l'ensemble des pays occidentaux, des pays libres. Et en France, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette télévision, il s'agit de France 2, c'est une télévision publique française, donc théoriquement dépendante de nous, des citoyens. Cette chaîne va refuser le débat et va réagir en poursuivant ceux qui posent des questions. Essayez d'imaginer, pour transposer un peu la situation, essayez d'imaginer que les personnes qui dénoncent les effets du fameux médicament Mediator, ou que les personnes qui ont été empoisonnées dans l'affaire du sang empoisonné, imaginez que ces personnes qui exigent un débat sur ces questions soient poursuivies en justice. C'est ce que France 2 va faire contre un certain nombre de gens qui en France se posent des questions. Philippe Carsanti est l'une des personnes qui, dès le début, pose le problème, demande un débat. Il fait l'objet, comme d'autres personnes, de poursuites en justice. Il gagne des procès. Il a, à travers ces combats très difficiles, réussi à se faire entendre un certain nombre de personnes. Peu à peu, l'affaire, même en France, devient une affaire très importante sur le fonctionnement des médias dans un pays démocratique. Et je crois donc qu'il y a à la fois un dossier noir. Le dossier noir, c'est comment un document dont il y a de fortes raisons de penser que c'est un faux et un faux délibéré a pu être diffusé dans les conditions où il a été diffusé. Et deuxièmement, il y a l'histoire, la saga, si vous voulez, de la contre-investigation pour dénoncer cette affaire. Je crois que nous allons ce soir vraiment entendre une histoire passionnante et voir des choses tout à fait exceptionnelles. Merci beaucoup. Donc il me reste Philippe de tourner vers vous. Vous avez la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Bonsoir. Non. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Parfait. Bon, avant tout, merci à vous deux. Merci beaucoup Brigitte Gerfinkel. Elle est à l'entrée. D'accord. Vous la remercierez pour moi. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être là. Merci à vous tous d'être sortis malgré le froid de gueux qu'il fait ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. On voit tant d'amis dans cette salle, donc c'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ont suivi cette affaire pendant de nombreuses années, on attend tous un dénouement heureux. Le dénouement heureux serait que enfin France 2 reconnaisse la vérité, puisque mon seul et unique objectif dans cette affaire, c'est que France 2 en vienne à reconnaître le fait que le reportage qu'on va revoir et qu'on va disséquer était une pure et simple mise en scène. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie ont été en rapport avec Michel Gerfinkel. On ne va pas les rappeler toutes. Voilà. Mais donc, quand j'ai vu que Brigitte m'a appelé, et Michel m'a dit, tiens, Brigitte va t'appeler pour monter quelque chose, et que finalement, ça s'est fait, je peux vous dire qu'on devrait avoir bientôt un heureux événement sur cette affaire-là. Voilà. C'est une forme de mysticisme. Et ça me fait plaisir d'y croire. En tout cas, merci à vous tous. Alors, ce qu'on va voir, ce n'est pas une thèse contre une autre, c'est une démonstration. Donc c'est une démonstration. Bien évidemment, vous aurez la possibilité à la fin de poser toutes vos questions, de contester, de garder tout votre esprit critique par rapport aux images que vous allez voir et à la démonstration que je vais tenter de vous faire. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de poser des questions. J'ai mon ordinateur qui est connecté, on a d'autres images, et on pourra les chercher. Si vous avez des questions et il vous manque des réponses dans ce que je vous présenterai, on pourra aller voir et je garderai vraiment tout le temps que vous voudrez à la fin. Je n'ai aucune limite de temps pour répondre à vos questions. Je crois qu'il faut que vous disiez bien ça, c'est très important. Et sachez donc que la seule restriction que je vous demande, c'est de ne pas m'interrompre pendant la présentation
pour qu'on puisse avoir une présentation fluide. Alors, donc, comme on disait, c'est le 30 septembre 2000 que ces images ont été tournées par France 2, enfin diffusées par France 2. C'est le début de la seconde intifada. C'est un an avant le 11 septembre. Et je crois que c'est très important de se souvenir de ce timing, parce qu'un an avant le 11 septembre, aujourd'hui, on voit le monde musulman, et particulièrement actuellement où on le voit en plein embrasement, mais tout ce qu'on a pu voir, les attentats à Bali, à Madrid, à Londres, à New York bien évidemment, ou à Washington, on n'avait pas l'habitude de ça à l'époque. Et le monde a basculé le 30 septembre 2000 avec cette image qui a déclenché cette intifada et qui a déclenché véritablement un nouveau djihad mondial. Alors, pour être précis, ce n'est absolument pas moi qui ai découvert le fait que c'était une mise en scène. Il y a des personnes qui ont fait ce travail avant moi. Moi, je n'ai fait que reprendre leur flambeau. La première personne, c'est un Israélien qui s'appelle Nahum Sha'af, qui travaillait avec un autre qui s'appelle Yosef Doriel. Ces deux personnes ont travaillé, sont arrivées aux conclusions, donc certaines que vous verrez là-dessus, sur l'écran plus haut. Parallèlement à ça, en France et en Israël, il y a d'autres personnes qui ont travaillé. Il y a par exemple en Israël Stéphane Juffa de la MENA qui a fait un travail pour diffuser les travaux de Nahum Sha'af et Yosef Doriel. Il y a eu en France quelqu'un de très important qui s'appelle Gérard Hubert, qui est psychanalyste, et qui a écrit un livre qui s'appelle Contre-expertise d'une mise en scène, qui est sorti en janvier 2003, qui n'a pas été attaqué en diffamation par qui que ce soit, qui a été tout simplement, je dirais, qui a eu une censure soft, puisque personne n'en a parlé, ou les rares fois où on en a parlé, c'était pour le ridiculiser et pour l'attaquer, sans jamais aller voir la démonstration parfaite qu'il avait fait dans son livre. Il y a eu aussi donc, des gens en France qui ont essayé de se battre pour diffuser l'information, des gens comme Charles Gouze et tout un tas de gens comme ça qui ont fait en sorte de diffuser ces images, et bien évidemment Esther Shapira de la télévision publique allemande, qui en 2002 a fait le premier documentaire sérieux sur cette affaire-là, où elle remettait en doute l'origine des tirs, et une fois que j'ai gagné mon procès contre France 2, elle a fait un second documentaire en mars 2009, où elle reprenait donc la fin de nos conclusions, qui était que c'était une mise en scène. Alors, c'est donc important de bien comprendre, je dirais, ce déroulement, pour bien comprendre que c'est un immense travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on a travaillé en équipe dans le monde entier, en France, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, partout, et il n'y a pas une personne qui a été, je dirais, plus importante, si ce n'est éventuellement Nahum Sha'af et Yosef Doriel, qui sont les deux vraiment découvreurs de la mystification. Voilà. Donc vous avez dit beaucoup de choses dans la présentation, donc je vais sauter pas mal de choses que j'ai l'intention de vous dire. Comme on va garder quand même un temps limité de la présentation, je vais essayer de vous faire quelque chose en 50 minutes, une cinquantaine de minutes avec ces images-là, qu'on va interrompre chaque fois, c'est une présentation PowerPoint. Donc on va voir environ 30 à 40% des preuves dont je dispose. Et comme je vous disais, si vous avez des questions, on pourra aller chercher d'autres informations. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer. Pour ceux qui sont intéressés par cette présentation, j'ai mon ordinateur. Si vous avez une clé USB, je pourrais vous transférer tous les fichiers à la fin. Et à la fin, sachez que je donne mon adresse internet à la fin de la présentation, ce qui vous permettra à ce moment-là de m'envoyer des mails pour suivre pour être informé des prochains développements de l'affaire et aussi éventuellement pour recevoir certains documents. Aussi, le reportage, il fait 50 secondes. Mon affirmation, et j'insiste absolument là-dessus, c'est que 100% du reportage que vous allez voir est une pure et simple mise en scène. J'insiste bien, le débat n'est pas sur l'origine des tirs, mais sur le fait que le reportage est totalement mis en scène. Je vous invite à le regarder. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles, les Israéliens ripostent, ambulanciers, journalistes et simples passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Donc voilà la fin des 50 secondes consacrées à Mohamed El-Loura dans le reportage qui a été diffusé ce soir-là. Alors, on va jeter un coup d'œil à la version des faits selon le journaliste de France 2.
Alors, on nous affirme que les soldats se trouvaient à une distance de 80 mètres du père et de l'enfant. Ensuite, on nous dit que les soldats israéliens ont tiré pendant 45 minutes sans discontinuer sur le père et l'enfant. Que le père a reçu 12 balles et a été grièvement blessé. Et que le garçon a reçu 3 balles et en est mort. Avec simplement du bon sens, quand on regarde l'image finale du reportage, 45 minutes de tir, vous voyez très peu d'impact de balles sur le mur, 15 balles à eux deux, pas une goutte de sang, d'accord. Et bien évidemment, quand vous voyez la taille de cette cible, donc le père et l'enfant, quand l'enfant était là, à 80 mètres, vous demandez à n'importe quelle personne qui a déjà touché une arme, elle vous dit qu'avec une balle, elle a la cible, éventuellement une deuxième balle. Mais 45 minutes de tir, je dirais c'est le temps que va durer cette présentation, donc c'est totalement grotesque et absurde. Ça c'est juste au niveau du bon sens, mais simplement, quand on regarde la télévision, et je pense que c'est quelque chose de très important à comprendre, avant même d'aller plus loin dans la démonstration, c'est que quand on regarde la télévision, en fin de compte, on ne la regarde pas, mais on l'écoute. Vous entendez ce que vous dit le journaliste, et donc votre cerveau reconstruit ce que vous entendez. En fin de compte, vous ne voyez absolument pas un homme grièvement blessé et un enfant tué là-dessus. Alors, je vais d'abord vous montrer quelle est l'exploitation mondiale de ce reportage, comment ça a été utilisé dans le monde entier. Ensuite, qui sont les principaux protagonistes de cette affaire. Et enfin, 5 questions-réponses qui démontrent l'incohérence de la version de France 2. Et après, je vous ferai une petite mise à jour avec les derniers événements qui se sont produits dans les 2 ou 3 dernières années. Alors, l'exploitation mondiale du reportage de France 2. Il y a d'abord eu des dessins non professionnels, vous voyez des dessins comme ça dans la presse, avec Ariel Sharon, qui à l'époque n'était que chef de l'opposition, mais bon, comme c'était l'homme qu'on aimait bien diaboliser à l'époque, voilà. Ensuite, on a eu le fameux commentaire de Catherine Ney qui disait que le petit Mohamed Al-Doura effaçait l'image de l'enfant du ghetto de Varsovie. Ensuite, on a eu des choses beaucoup plus professionnelles. On a eu des timbres imprimés dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman. Ça a commencé par l'Iran, le Soudan ou l'Irak de Saddam Hussein, ou même le Yémen. Et c'est allé même jusqu'à des pays qui avaient signé des traités de paix avec Israël, comme la Jordanie ici, ou l'Égypte, ou même la Tunisie, le Maroc. Alors, comme je vous le disais, ces images ont été tournées 1 an avant le 11 septembre. Et voilà ce qu'en a fait Ben Laden dans l'année qui a précédé le 11 septembre. Il l'a utilisé dans ses clips de recrutement. Voilà. Alors, à Gaza, le ministère de la Santé s'est appelé le ministère du martyr Mohamed Al-Doura. À Tunis, il y a eu la rue Mohamed Al-Doura. Alors, en 2002, le journaliste américain du Wall Street Journal, Daniel Pearl, a été assassiné, égorgé au Pakistan. Pour justifier l'assassinat de Daniel Pearl, les terroristes pakistanais ont justifié ça par l'assassinat, entre guillemets, de Mohamed Al-Doura. Voilà une partie de la vidéo qui a été mise sur Internet par les terroristes pakistanais. Bien évidemment, vous ne verrez pas l'image de son assassinat, mais vous verrez au moment où il annonce qu'il est juif et comment on justifie l'assassinat. Der amerikanische Journalist Daniel Pearl war Jude. Seine Henker zwangen ihn, Israel als Kindermörder anzuprangern. Wenige Minuten später trennten sie ihm vor laufender Kamera den Kopf ab und stellten die Bilder ins Internet. Vous voyez sur la gauche, là, on voit le père avec un poster où on voit juste stop, et vous verrez ce qu'on voit après derrière. C'est Marwan Barghouti qui l'utilisait aussi, Stop Killing Palestinian Children. Donc, en gros, tous les terroristes du Pakistan à Marwan Barghouti et partout dans le monde, à Ben Laden, ont utilisé cette image pour inciter à la haine. Vous avez même eu le Hezbollah au Liban. Vous voyez la taille de cet enfant, donc vous pouvez imaginer la taille de ce poster, avec à chaque fois toujours la mosquée de Mar. Et enfin, vous voyez aussi en Iran, la taille d'un immeuble à Téhéran, avec cette fresque dessinée. Voici enfin, ça c'est la place principale de Bamako, capitale du Mali en Afrique noire, qui s'appelle la place de l'enfant martyr de Palestine. Alors, vous montrer cette exploitation, c'est une façon de vous expliquer pourquoi ce combat est si important, même si on ne cherche pas à aller plus loin, même si on ne cherche pas à dire oui, ils ont continué à en faire d'autres. Cette image-là est
l'image qui a le plus diabolisé l'État d'Israël depuis la création de l'État d'Israël. Il n'y a pas eu d'autre image qui a été créée, qui a été utilisée dans le monde entier pour être, qui a été aussi puissante et qui a été autant exploitée. Alors, qui sont les principaux protagonistes? Il y a d'abord Talal Abou Rahma qui est le caméraman. C'est lui qui était sur place le 30 septembre 2000, c'est lui qui a tourné les images. À l'époque, il travaillait pour France 2 et pour CNN. Il a envoyé ces images à CNN, mais CNN a refusé de diffuser ces images en disant qu'il voulait des garanties d'authenticité. Pour sa part, Charles Anderlin n'a pas eu ces mêmes réserves. C'est donc le journaliste qui a monté et commenté les images. Il n'était pas sur place. Il était d'abord à Ramallah et ensuite à Jérusalem. Il a reçu les images. Il les a commentées en fonction de ce que lui avait dit son caméraman. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Charles Anderlin est donc un ancien Français qui a fait son alia il y a une quarantaine d'années et qui vit donc en Israël depuis 40 ans. Donc il est franco-israélien et bien évidemment aussi juif. Jamal Al-Doura, c'est le père de Mohamed Al-Doura. Donc c'est lui qui nous affirme avoir reçu 12 balles dans le corps et ne pas avoir été tué, puisque vous le verrez, vous l'entendrez tout à l'heure expliquer comment il a reçu ces 12 balles dans le corps. Maintenant, France 2, c'est donc, comme disait Michel Léon tout à l'heure, c'est donc la voix de l'État, c'est la voix du gouvernement français, c'est véritablement la chaîne d'État. Arlette Chabot, c'est elle qui a décidé d'engager les procédures judiciaires contre moi et aussi notamment contre Charles Gouze. À l'époque des faits, quand l'image a été rediffusée, ça n'est pas elle qui était la directrice de l'information, mais c'est elle qui a décidé d'utiliser la justice pour faire taire les critiques. Et Patrick de Carolis, lui n'était même pas là quand la justice a été déclenchée, mais dès qu'il a été nommé président de France Télévisions en 2005, je l'ai vu, je lui en ai parlé, je lui ai dit attention, vous avez un dossier qui a été lancé par votre prédécesseur avec Arlette Chabot, et il n'a jamais voulu faire le travail pour éclaircir la vérité, et au contraire, il a fait tout ce qu'il a pu pour couvrir le mensonge. Donc ce sont vraiment deux personnes essentielles dans la protection du mensonge de France 2. Alors, les sources que vous allez voir et qui démontrent la mise en scène n'ont jamais été contestées par qui que ce soit, ni par la justice française, ni par France 2. Donc il y a toutes les images qui ont été diffusées par France 2 au sujet de l'affaire qu'on a pu retrouver, plus les 18 minutes de rush de France 2, dont vous verrez certains extraits. Il y a aussi les images qui ont été tournées par Associated Press et Reuters le même jour, au même endroit. Toutes les déclarations publiques de Charles Anderlin et de son caméraman qu'on a pu retrouver. Et enfin, des expertises balistiques, médico-légales, biométriques et même graphologiques qu'on a utilisées pour démontrer, 1, la mise en scène, et 2, les mensonges de Charles Anderlin et de son caméraman. Alors, le contexte du carrefour de Netzarim, là où ça s'est produit à Gaza. Alors, ça, c'est un dessin qui est sur le site, toujours accessible sur le site du Centre palestinien des droits de l'homme. Je vous explique. Le caméraman de France 2, 3 jours après les faits, est allé faire une déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme pour dire, voilà, j'ai filmé 45 minutes de l'incident, j'ai filmé 27 minutes de l'incident qui a duré 45 minutes, l'enfant a été tué de sang-froid et intentionnellement, et le père a été grièvement blessé. Et il a aussi fait un dessin du carrefour qui correspond assez fidèlement à la zone, et vous allez le voir. Donc vous voyez un carrefour classique, avec ici un fortin israélien avec 2 tourelles, une distance qu'il décrit donc de 80 mètres, le mur avec le baril où le père et l'enfant étaient positionnés, et lui, il s'est décrit là, France 2 photographeur, en train de filmer la scène face au père et à l'enfant. Alors, quand vous comparez avec une vue aérienne où on voit, ça correspond assez fidèlement, avec la position israélienne, le croisement, et là, le mur avec le baril. Et là, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que vous avez en gros un angle en fonction de l'endroit où on se pose au carrefour, enfin dans la position israélienne, il y a entre 30 et 35 degrés par rapport au mur. C'est très important, je vous montrerai ça par rapport à l'expertise balistique qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, avant de vous montrer ces quelques images, pour voir le contexte de ce jour-là, il y avait des caméramans de Reuters et d'Associated Press qui se trouvaient dans cette zone-là et qui filmaient dans cette direction-là. Donc vous avez des caméramans qui tournent le dos au mur, là, qui sont là, qui tournent le mur, et qui filment dans cette direction-là. Comme vous voyez là, vous avez le fortin israélien, et c'est donc Reuters, le 30 septembre. Vous voyez donc là, le fortin, le drapeau, la taille du fortin,
Et là, vous voyez un homme qui tombe, un jeune homme qui tombe. On appelle l'ambulance qui l'amène très vite. Et là, regardez tous ces caméramans qui sont là qui filment. Et là, ce qui est intéressant, c'est à la fin de cette scène, vous voyez que ce garçon, très souriant, tourne le dos au fortin israélien et applaudit. C'est quand même étrange si vraiment il a un de ses amis qui vient d'être blessé et mis dans une ambulance. Et là, vous avez en revanche un homme en treillis avec une arme automatique qui ne semble absolument rien craindre. Donc on peut se dire que cette scène n'a pas l'air tout à fait réelle, alors que tous ces caméramans la filment. On va prendre une deuxième scène, tournée aussi, le même jour au même endroit. Donc une ambulance passe, quelqu'un passe tranquillement à vélo, et là vous allez voir que l'homme n'a même pas besoin d'être porté, il rentre en courant dans l'ambulance. Et là, chose intéressante, tout le monde part encore en tournant le dos au fortin israélien. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas, si les gens sont blessés en recevant des balles du fortin israélien, ils devraient être inquiets. Là, tout le monde s'en fiche. Là, on va avoir une troisième évacuation ratée. Donc là, l'ambulance démarre un tout petit peu trop vite. Et donc, ce que vous voyez, c'est que voilà. Donc l'homme, là, pour le coup, est vraiment blessé après. Et on va voir un troisième exemple. Alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Avant même le démarrage du petit reportage, je vais vous montrer une chose assez incroyable. C'est qu'à la télévision, on ne voit jamais quelqu'un qui prend une balle en direct. Pourquoi? Parce que le caméraman n'est jamais au bon endroit et que le caméraman ne sait pas que le type va se prendre une balle, sauf quand c'est une exécution, sauf quand c'est quelque chose de prémédité. Et là, vous voyez qu'il y a donc ce caméraman qui filme, et nous-mêmes, qui sommes donc caméramans de Associated Press, qui filmons et qui regardons cet homme-là. Et donc vous allez voir que donc ces deux, celui-ci et le caméraman qui filme là, c'est que l'homme qui va courir va se prendre une balle. Voilà. Voilà. Vous voyez, il court, il fait comme s'il avait pris une balle. Vous voyez que tout le monde a l'air très détendu, tout le monde s'en fiche, personne ne se met à l'abri. Alors que s'il venait vraiment de se prendre une balle, on peut imaginer que tout le monde serait en danger. L'ambulance arrive très vite. 10-15 secondes. Tout le monde est toujours très très détendu à ce moment-là. Là, l'ambulance va repartir. Et là, vous allez voir sur la droite qu'il y a des caméramans qui ne sont même pas intéressés par cette scène-là et qui discutent tranquillement en tournant le dos à la scène. Il y a d'autres choses à faire. Et maintenant, on regarde le triple saut encore une fois au ralenti. Hop. Alors, donc, pourquoi je vous ai montré tout ça? C'est parce qu'un des grands arguments de France 2, qui est un argument fallacieux, c'est de dire comment pouvez-vous imaginer qu'on ait tourné une mise en scène alors que c'était la guerre ce jour-là. Et là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que ce jour-là, ça n'était pas la guerre. Ce jour-là, c'était jour de tournage à Netzarim, où on tournait des fausses scénettes de guerre, comme vous en voyez très souvent à la télévision, sauf que vous ne pouvez pas déceler que ce sont des fausses scénettes de guerre, puisque bien évidemment, toutes ces scènes, quand elles sont trop grotesques, sont masquées et vous ne les voyez pas à la télévision. Alors, donc la question maintenant à laquelle on va essayer de poser, on va trouver une réponse, c'est est-ce que la version de France 2 est crédible? Première question, donc des 5, qu'est-ce que Charles Anderlin a déclaré au sujet des images qu'il détient? Alors, d'abord, il a dit à Télérama 3 semaines plus tard, j'ai coupé l'agonie de l'enfant, c'était trop insupportable. Ensuite, il a répété 3 ans plus tard à un magazine américain, comme certaines parties de la scène sont insupportables, France 2 a coupé quelques secondes pour respecter notre charte éthique. Et il l'a répété au Nouvel Obs en février 2005. Sachant combien on me le reproche aujourd'hui, je diffuserai les quelques secondes de l'agonie de l'enfant que j'avais coupées. Alors ce que je vous propose de regarder, ce sont les quelques secondes qui suivent la pseudo-mort de l'enfant. Donc regardez bien, ce sont 10 secondes. C'est très important de comprendre que grâce au timecode qu'on a pu obtenir dans les rushs de France 2, on sait qu'à l'instant où ce reportage, où ces images démarrent, donc à 17h59, dans le rush de France 2, l'enfant est mort. C'est une fois que l'enfant est mort. Il est mort entre guillemets, bien évidemment. Regardez bien les mouvements de l'enfant, on va les revoir en détail après. Alors, il y a une autre partie, vous avez vu les images, mais il y a autre chose auquel vous n'avez peut-être pas fait attention, c'est la manipulation sonore. C'est que vous entendez des bruits de balles permanents, des bruits d'armes automatiques, ta 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 ta, et donc dans votre cerveau, ça reconstruit aussi
Vous croyez voir des balles arriver, alors qu'il n'y a aucune balle qui franchit. Vous voyez de la poussière, mais vous ne voyez absolument rien. On va regarder ça en gros plan, et là, ce que vous allez voir, c'est que l'enfant, alors qu'il est censé être mort, va lever le coude, tourner la tête en direction du caméraman, ensuite baisser son coude, et chose étonnante pour quelqu'un qui est mort, il va garder son pied suspendu au-dessus du sol, alors qu'il est censé être mort. Regardez bien. Avec les bruits de balles, on lève le coude, on baisse le coude, on peut voir le visage du père, et là, l'enfant qui lève son pied. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'agonie qui nous a caché et que Charles Anderlin n'a pas dit la vérité au sujet des images qu'il détient. Premier point. Deuxième question, est-ce que la première scène du reportage est authentique? Alors, vous vous souvenez, dans les petites scènes qu'on a vues tout à l'heure, je vous ai montré que c'était étrange d'avoir le caméraman qui filmait quelqu'un qui allait se prendre une balle en direct. Et bien là, vous allez voir que ce caméraman de France 2, il est formidable parce qu'il est exactement au bon endroit et il a exactement cadré cet homme-là qui, selon la version de France 2, va se prendre une balle dans la jambe droite. Regardez bien. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Alors là, il y a trois choses absurdes. La première, c'est donc le caméraman qui sait que cet homme-là va se prendre une balle. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de chance. Deuxième chose, le commentaire de Charles Anderlin. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Palestiniens qui tirent avec des balles à blanc? Non. Mais grâce à ça, vous comprenez et vous apprenez qu'effectivement, quand ils font toutes leurs scénettes de guerre et toute leur mise en scène que vous avez pu voir, ils tirent avec des balles à blanc. Et là, Charles Anderlin, entre guillemets, vend la mèche en nous parlant de balles réelles. Autre chose, et là j'aurais bien aimé qu'un téléphone portable sonne avant ce moment de la présentation, vous seriez rendu compte qu'il vous faut plus de 2 secondes pour décrocher un téléphone portable quand il sonne. Or, ce que vous allez voir là, c'est qu'il faut 2 secondes à l'ambulance pour arriver quand l'homme est blessé. On est sur le même plan. Les Palestiniens ont tiré à balles réelles. Voilà. Donc c'est totalement grotesque. Alors, chose incroyable, je vous ai dit que c'était extrêmement rare qu'un caméraman sache qu'un homme allait être blessé. Ce que vous allez voir là, c'est qu'il y avait un deuxième caméraman qui savait aussi que cet homme allait être blessé. Regardez bien. Un autre caméraman, les West. Charles Anderlin est très fier de nous dire qu'il y avait un autre caméraman. Chose étonnante, il est censé prendre des balles de la position israélienne qui vont dans ce sens-là, qui sont censées le projeter sur la Jeep. Pas du tout, il fait un bond dans le sens inverse. Et si vous regardez bien à droite, l'ambulance a démarré, grâce au rétroviseur qu'on voit passer, l'ambulance a démarré avant que la Jeep ait démarré, avant que l'homme ait reçu sa balle. Donc vraiment, il y a beaucoup trop de hasard bizarre. Regardez, il fait un saut, et là, les West. Et donc là, l'homme se tient la jambe droite parce qu'il est censé avoir reçu une balle dans la jambe droite. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'après l'avoir traîné sur le sol et n'avoir laissé aucune trace de sang, après l'avoir traîné sur sa jambe droite, on le porte sur sa jambe, et on voit sa jambe droite, pas de sang. On va le mettre sur la civière, sur la jambe droite, pas de plainte. Et c'est pas fini, c'est qu'à droite, on voit l'ambulance, la Jeep, avec un troisième caméraman qui savait aussi qu'il allait se passer quelque chose d'intéressant, mais qui n'était pas aussi bien placé. On voit que derrière le baril, où il y a le père et l'enfant, ils sont déjà là et ils attendent tranquillement. Alors, vous ne les voyez pas très bien, mais on va les voir beaucoup mieux là. Et je vais vous dire d'où viennent ces images. Ces images viennent de France 2. Lors du procès en appel que j'ai eu contre France 2, lors de la dernière audience, France 2 a produit un document de 15 minutes, un DVD qu'ils ont projeté à la cour. Et ils ont essayé de justifier certaines des incohérences. Et voilà certaines des incohérences qu'ils ont essayé de justifier, ils ont montré ces images. Et on va donc voir que le père et l'enfant étaient donc déjà là. Alors regardez, c'est France 2 donc qui produit ça au tribunal. Voilà, là on le met là. Alors regardez cet homme qui fume tranquillement. Vous connaissez ça sent. Lui aussi il fume, il a craché sa fumée. Vous avez toujours ces bruits de balles. Et donc là, la Jeep va passer. Et là, regardez. Et là, vous avez le père et l'enfant qui sont là tranquillement derrière sur la balle. Alors qu'ils sont censés être morts. Non, c'est avant la scène. C'est avant la scène, hein. C'est avant la scène. Simplement, ils attendent tranquillement que ce soit leur tour de faire. Voilà. Et donc alors qu'on tourne une scène grotesque, ils sont là, ils restent derrière le baril alors qu'on veut nous faire croire qu'ils sont terrorisés. Donc la première scène du reportage de France 2 n'est pas authentique. Mais vous pourriez me dire, ok, mais peut-être que la suite l'est.
Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est la troisième question. Quelle est la provenance des balles qui auraient été tirées vers les Al-Dura? Alors, comme je vous l'ai dit, le caméraman Talal Abou Rahma est allé faire une déclaration sous serment au Centre palestinien des droits de l'homme, et il a déclaré donc 3 jours plus tard: j'ai passé approximativement 27 minutes à filmer l'incident qui a duré 45 minutes. Je peux confirmer que l'enfant a été tué intentionnellement et de sang-froid, et que son père a été blessé par l'armée israélienne. La tuerie a duré pendant 45 minutes. Donc, encore une fois, les 45 minutes de tir sont absurdes. Vous noterez qu'il parle de 27 minutes de film, alors que quand la Cour leur a ordonné de produire les images, ils n'en ont produit que 18. Donc ils ont effacé 9 minutes qu'ils ont refusé de montrer à la Cour. Alors, maintenant, on va écouter ce que nous dit le caméraman, interrogé 1 an plus tard par la télévision publique allemande. Donc le caméraman de France 2. I never saw shooting in my life like this. 45 minutes shooting in the ball. Donc il confirme les 45 minutes à tirer sur l'enfant. Alors, quand vous regardez maintenant après les 45 minutes, vous avez 8 impacts de balles dans le mur. 8 impacts de balles dans le mur, ça fait moins d'un impact toutes les 5 minutes. Imaginez en gros le mur, c'est cet écran, on va dire, allez, c'est cet écran. Donc pendant 45 minutes, les soldats israéliens, qui ne sont pas réputés comme étant les plus mauvais tireurs, essayent de tirer sur cet écran à 80 mètres, et ils n'arrivent qu'à loger que 8 impacts de balles. Donc bien évidemment, vous voyez qu'il n'y a pas une seule goutte de sang sur leur corps, et vous voyez la taille des balles dans le mur, la taille des impacts. Donc c'est rond, et c'est très important. Imaginez si le père avait eu 12 trous comme ça dans son corps. Maintenant, autre chose. L'expertise balistique a démontré que les impacts qui sont dans le mur, qui sont ronds, prouvent que les tirs sont perpendiculaires. Si les tirs étaient venus de l'angle israélien, c'est-à-dire de la position israélienne entre 30 et 35 degrés, on aurait eu des formes ovales sur le mur et donc pas des formes rondes. Donc ça aussi prouve que pas une seule balle qui apparaît sur ce mur n'a été tirée du fortin israélien. Alors maintenant, on va écouter ce que nous dit Charles Anderlin. All the witnesses I talked to told me the shooting was coming from the direction or from the Israeli position itself. Donc il nous dit que tous ces témoins lui ont confirmé ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au procès, France 2 a produit des témoignages écrits. Alors d'abord, vous allez voir le contenu, mais après je vous raconterai un petit peu le format. Donc voilà les témoignages auxquels se réfère Charles Anderlin. Nous avons vu les soldats israéliens tirant des missiles en direction du poste palestinien de sécurité. Il y avait un avion qui tirait d'en haut, le camp militaire israélien se trouvait exactement en face d'eux. Et il y avait des hélicoptères, des snipers israéliens qui tiraient des missiles anti-tanks sur le poste de sécurité palestinien. Donc malgré les avions, les hélicoptères, les missiles, on n'a toujours que 8 impacts de balles et pas une seule goutte de sang. Alors chose intéressante, c'est qu'on a fait analyser graphologiquement les témoignages qui ont été produits au tribunal et on s'est aperçu que tous ont été écrits de la même main. Et comme on avait aussi la possibilité de comparer avec l'écriture du caméraman, c'est le caméraman de France 2 qui a fait tous les faux témoignages que vous voyez là. Alors, pour vous remontrer encore une photo du carrefour de Netzarim, vous voyez que ça c'est France 2 qui l'a fait une fois pour illustrer, quand ils ont voulu illustrer leur reportage. Ils ont fait donc, vous voyez, le logo de France 2, le fortin israélien, le carrefour, avec Jamal et Mohamed Al-Doura, avec le mur. Donc c'est assez fidèle à ce qu'on connaît. Un, du dessin fait par le caméraman, et deux, de la vue aérienne. Alors, regardez maintenant, avant de vous montrer, excusez-moi, ce que je voudrais vous montrer pour rendre bien compte de quoi on parle. Donc là, vous avez donc le fortin israélien, le baril avec le père et l'enfant, à l'instant où on va voir ces images. Et là, ce que vous allez voir, ce sont les images de Reuters et des images de la société de presse qui sont tournées au moment où le père et l'enfant sont derrière le baril. Où sont-ils? Ils sont exactement là. Le père et l'enfant sont là. Reuters est à 1 mètre du père et de l'enfant et la société de presse est à 2 mètres. Donc regardez bien, c'est donc une image où on va, dans la première image de Reuters, voir extrêmement mal le père et l'enfant, on va juste voir leurs mains et les entendre, mais ensuite, grâce aux images de la société de presse, on va les voir juste à côté. Alors regardez. Donc là, on est face au fortin. Regardez, cet homme-là est à vélo tranquillement. Rendez-vous compte qu'au moment où on tourne ces images, le père et l'enfant sont déjà là. Donc là, vous avez le fortin israélien. Une ambulance s'arrête, quelqu'un qui passe à vélo. Donc là, on veut nous faire croire que le père et l'enfant sont sous la mitraille. Vous voyez, vous avez ces 4 hommes là qui sont devant le fortin israélien, très détendus. C'est tout ça le fortin. Et vous entendez toujours ces bruits de balles incessants. Alors regardez, là vous avez à gauche le baril. Vous avez pu voir le baril de ciment avec la pierre par-dessus.
Vous allez même voir le père à un moment donné qui va bouger la pierre sur le bas. Voilà. Avec sa main, il bouge la pierre, et là vous avez un homme qui court avec son téléphone portable. Vous voyez la pierre? Et là vous avez quelqu'un qui passe tranquillement à vélo. Un journaliste qui passe là. Et là vous allez entendre le père et l'enfant parler, vous allez voir la main de l'enfant. Et du père, pardon. Regardez le fortin. On n'a aucune preuve que c'est le père ou l'enfant. Vous avez tout à fait raison. Donc c'est pour ça qu'on va prendre 2 mètres de recul et on va prendre, grâce aux images de la société de presse, on va même d'ailleurs voir le caméraman de Regas qui filme. C'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Donc toujours le type à vélo là qui avance tranquillement. Et là, vous voyez, là on voit la chemise bleue et blanche de l'enfant. Et on voyait même vous allez voir. Vous voyez encore avec la bière. Donc là, la Jeep, la chemise bleue et blanche de l'enfant avec le pied de l'enfant. Un autre qui vient se mettre là, on a même vu Reuters c'est qui sur la. Donc vous avez toujours ces bruits de balles incessants qui vous donnent l'impression qu'il y a des tirs. Et là, chose incroyable, alors que on est soi-disant avec le père et l'enfant sur le drive, regardez ce qu'on a. Tout ça, c'est le fortin israélien. Tout ça. Regardez ce qu'on a sur la droite face au fortin israélien, quelque chose d'absolument incroyable. Tout ça, c'est le fortin. Voilà. Vous avez un caméraman avec son assistant et sa caméra et son trépied. Donc, si vraiment le père et l'enfant sont sous les tirs, je suis étonné de voir tous ces gens-là tranquillement se positionner là et sans avoir été atteints. Alors on va écouter un petit peu maintenant un autre reportage de France 2. Il est plus probable qu'ils aient été tués par des Palestiniens que par des Israéliens. Toute chose que démentent les Palestiniens. Dès le lendemain, le général Osama El-Ali de la police palestinienne affirmait que ce sont des balles de mitrailleuses israéliennes qui ont tué le petit Mohamed. Mais à Tel Aviv, le général Sami a présenté quelques images du lieu du drame, tournées par un autre caméraman. Les voici. Avec celle de France 2. La scène que vous voyez 2 fois, c'est 2 angles différents. Le petit Mohamed et son père se trouvent en bas à gauche de l'écran avec un caméraman. La position israélienne est devant, sous les immeubles blancs. Voilà. Donc ça c'est bien pour vous dire que même France 2, après, sait que le père et l'enfant sont là, mais ça leur paraît absolument pas incroyable de voir que ces gens viennent se mettre là. Chose intéressante, le général Osama El-Ali nous dit que les Israéliens ont tiré à la mitraillette sur le père et l'enfant. Or, il est bien connu que les Israéliens ne tirent jamais à la mitrailleuse, mais tirent au coup par coup. C'est une règle d'engagement de l'armée israélienne. Alors on va voir un autre partie de reportage de France 2. Les Israéliens veulent savoir pourquoi les caméramans présents sur place n'ont pas apporté d'aide à Jamal et à Mohamed. La réponse, selon les intéressés, les tirs venus notamment de la position israélienne rendaient tout déplacement dangereux, voire mortel. Voilà, donc vous avez vu tous ces gens qui courent, qui s'installent, qui font du vélo, tout ça, ils étaient en risque mortel. Donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de voir et de l'analyse balistique qui fait 90 pages, encore une fois, vous aurez mon adresse email si vous êtes intéressé à la fin, je pourrais vous l'envoyer. On peut dire qu'aucun des tirs qui apparaissent sur le mur, aucune des impacts de balles ne peut être attribué aux soldats israéliens. Ensuite, 4e question, qu'est-ce qui est arrivé au père? Et la 5e sera qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Donc, est-ce que le père a été blessé devant la caméra de France 2? Ça, c'est un reportage de Canal+. Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc 12 balles, vous avez vu une grosse cicatrice sur son bras droit, et il dit plein de balles dans les jambes et dans les bras. On va réécouter ce qu'il nous dit quelques années plus tard. 12 Geschosse sind in meinen Körper eingedrungen. Mein Unterkörper war voller Schüsse und mein Arm. Donc il a bien reçu plein de balles aux jambes et aux bras, et toujours 12 balles. Alors, vous voyez ses jambes, 12 balles, nulle part. En gros plan, toujours nulle part. Alors, le lendemain des faits, alors que sur le champ, il n'a aucune goutte de sang, à l'hôpital de Gaza, vous voyez qu'il a un plâtre avec du sang. Encore maintenant un autre plâtre avec du sang, mais à un autre endroit. Et maintenant des bandages. Alors là, on est arrivé devant un problème quand même, c'est que quand en 2004, on a vraiment été assez agressif contre France 2, ils nous ont apporté des photos du père
quasiment nu, nous montrant ses cicatrices. Et il a effectivement des cicatrices sous ses bandages, aux jambes et aux bras. Et en fin de compte, on a été obligé de réfléchir, d'essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces cicatrices. Et il se trouve que Jamal al-Doura a été attaqué en 1992 par des islamistes à Gaza à coups de hache et de couteau. En 1994, il a été traité à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv pour ses traitements. Ça lui a été offert par son patron israélien qui à l'époque travaillait, puisqu'il travaillait dans le bâtiment en Israël. Et donc on a pu retrouver le médecin qui a traité le père. Et donc voilà son témoignage. Donc il va nous expliquer qu'en fin de compte, toutes les cicatrices qu'on voit du père et de l'enfant, du père, pardon, ne peuvent venir de tirs par balle, puisque les tirs par balle sont les cicatrices par balle sont différentes de cicatrices de scalpel ou de couteau ou d'armes tranchantes comme une hache. Donc je vous propose de l'écouter. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת ניתקתי אותם מהשרירים שלהם מכף הרגל שמאל והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה כמובן זה משאיר צלקות ולכאורה הצלקות האלה לפי התמונות שג'מאל דורה מציג אותן כפיצי ירי של חיילי צה"ל לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל הדורה מציג כצלקות של פיצי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן, או סכין כנשק. D'accord, donc il nous confirme que les cicatrices ne peuvent absolument pas être des cicatrices par balle. Donc Jamal al-Doura n'a pas été blessé devant la caméra de France 2. Dans les nombreuses conversations qu'on a pu avoir à France 2, on a demandé à France 2 simplement de faire venir le père en France pour qu'on puisse expertiser la nature des cicatrices qu'il a sur son corps. Bien évidemment, France 2 n'a jamais accepté que ce soit sous Patrick de Carolis ou même maintenant, ça n'avance absolument pas. Alors, un point d'actualité, dans une dizaine de jours, il y aura le procès de ce médecin au tribunal à Paris, à la 17e de la Cour de Paris, qui sera un procès qui lui est intenté par le père. Parce que Jamal al-Doura, vous pouvez l'imaginer, lit Actualité juive toutes les semaines à Gaza, en français bien évidemment. Et donc, puisqu'un jour il a fait une interview à Actualité juive de Clément Veyrenal. Et donc le père Jamal al-Doura attaque Clément Veyrenal et ce médecin en diffamation. Et donc leur procès a lieu le 8 février à Paris. Voilà. Donc ça va être encore intéressant. Bien évidemment, Jamal ne viendra pas, puisqu'il a trop peur quand même qu'on voit ses blessures. Mais ça va être encore une autre façon pour eux de faire rebondir l'affaire, sachant que France 2 ne veut plus engager le combat puisqu'ils savent qu'ils perdent, en justice. Or, c'est donc le père, probablement sous l'influence de Charles Anderlin et d'autres, qui l'ont emmené à faire ça, parce que je n'imagine pas le père disant que les juifs toutes les semaines à Gaza. Alors, cinquième question, est-ce que Mohamed al-Doura a été tué devant la caméra de France 2? Alors, écoutez bien ce que va dire le père. The first bullet hit him in the right knee. Donc, la première balle au genou droit. C'est très important de se souvenir du genou droit, de mon genou droit. Là. On va l'écouter encore. Mohamed Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc 3 balles, la jambe droite, donc le genou droit, ça va, on est toujours sur la même zone, et une balle qui est sortie dans le dos. Alors on va écouter ce que nous dit le docteur Mohamed Tawil, donc interrogé par France 2. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc c'est bon, on est toujours dans la même version, une balle qui est sortie dans le dos, comme le père, une sortie du rein qui rentre à la poitrine et qui sort dans le dos. Alors, chose intéressante maintenant, c'est que vous allez voir, c'est que là, à la poitrine, il n'y a rien. En revanche, là, il y a un petit peu de rouge à la main.
petit peu de rouge là, un petit peu de rouge là, et là plus rien. En fin de compte, si vous avez bien regardé les images, on pourra le revoir plus tard, c'est qu'en fin de compte là, il y a une petite tache sombre. D'accord? Et cette petite tache sombre, c'est ce chiffon rouge que l'enfant prend au début de la scène, quand il est soi-disant blessé, enfin blessé mortellement, et qu'il va déplacer avant de mettre ses mains devant ses yeux pour cacher ses yeux. Et donc, vous voyez, il déplace le chiffon. Il n'y a plus rien là, mais en revanche, il la positionne. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit alors, juste une chose. On nous parlait aussi de la blessure au genou droit. Vous voyez que son genou droit, il n'y a absolument rien. Son genou droit est toujours intact. Alors, on va voir ce que nous dit Charles Anderlin sur ces blessures. We got the pictures of Mohamed Abdoura's body in the morgue of Shifa Hospital. The wounds look to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit wound. Donc voilà. Donc, il nous dit aussi, lui, qu'il y a une sortie de balle dans le dos. Alors, vous imaginez bien que Gaza est une zone dangereuse, qu'il y a effectivement des gens qui sont tués, blessés. Donc ce qu'on va voir, ce sont des images de la morgue de Gaza. Donc il y a des images qui sont un peu difficiles. Souvenez-vous bien, donc selon la version du père ou du médecin, il y a donc eu 3 balles, dont une balle au genou droit, ce que nous disait le père, ou à la jambe droite. Écoutez bien ce que va dire le médecin et regardez bien les photos, même si certaines sont difficiles. Following the examination, it was clear that the bullets entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc là, on a un problème, c'est qu'on a une balle dans la jambe gauche. D'accord? Alors que le père nous parlait du genou droit ou de la jambe droite. Donc on a un problème d'immersion. Il nous explique bien qu'il y a 2 balles qui sont sorties dans le dos. Alors, l'avis d'expert balistique au sujet des sorties de balles dans le dos, il nous dit si la blessure au ventre avait été transfixiante comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage. Vous savez, quand l'enfant lève le coude et baisse son coude, vous voyez bien qu'il y a de sang nulle part, alors que normalement il aurait dû être transpercé. Regardez bien, ça c'est une fois qu'il a levé et baissé son coude et qu'il a son pied au-dessus du sol, vous voyez que derrière son dos, il n'y a de sang ni sur les vêtements, ni sur le mur. Je voudrais vous montrer une vraie sortie de balle prise dans un autre théâtre de guerre. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Le jean, vous voyez une sortie de balle. À comparer avec France 2, le reportage France 2, où on est censé avoir eu 2 sorties de balles dans le dos. Alors, pour mémoire, souvenez-vous bien du début du reportage de France 2 maintenant. 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza. Lisez bien, parce que c'est de l'allemand sous-titré. Und was wissen wir über Mohammeds Verletzungen? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Intensivstation der Notaufnahme für die Schwerverletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute, wurden 2 Personen eingeliefert. Eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohammed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohammed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung und die Schießerei begann erst gegen 14 Uhr. Den Namen des Kindes erfährt Dr. Tawil erst im Nachhinein. Und wer ist der Erwachsene? The other one was big man. I know him because he is driver in the ambulance. Der andere war ein kräftiger Mann. Ich kenne ihn, weil er unser Ambulanzfahrer war. Er hatte einen Schuss in der Brust ins Herz. Beide waren tot. Donc là, il y a un vrai problème. D'abord, on nous explique qu'il est arrivé mort à 10h du matin à l'hôpital.
Puis ensuite, il nous dit que la deuxième personne est arrivée morte aussi avec une balle dans la poitrine. Or, le père, on voit bien qu'il n'est pas mort et qu'il est tout à fait vivant, puisqu'il est encore vivant à ce jour, puisqu'il fait encore des procès. Et donc, on a un vrai problème aussi par rapport à la jambe droite et à la jambe gauche. Donc, on a une vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il y avait en fait deux enfants? Et c'est donc là qu'on en vient à l'expertise biométrique. On va pouvoir comparer le visage de l'enfant qui arrive à la morgue le matin, qui est enterré en fin de journée, à comparer aussi avec le visage de l'enfant qui apparaît dans le reportage de France 2. Donc voici l'analyse biométrique. Eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohammed al-Dura zeigen sollen. Die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat. Denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohammed al-Dura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Oben verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man dann auch, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist es anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass. Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Voilà, donc là on a vraiment la réponse. Il y avait donc, selon ce biométricien, effectivement deux enfants. Un enfant qui est effectivement, ou un adolescent qui est effectivement arrivé mort à 10h du matin à la morgue, qui a été enterré en fin de journée, et donc un tournage l'après-midi vers 15h avec un enfant qui n'a rien à voir avec l'enfant du matin ou l'enfant du soir. Donc le 30 septembre 2000, Mohammed al-Dura n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Je voudrais vous montrer les dernières secondes des rushs de France 2 qui sont assez intéressants puisque c'est une fois que l'enfant a donc été annoncé mort, on l'a vu pendant 10 secondes lever le coude et baisser le coude. Et je vous invite à regarder ce passage qui est très intéressant. Donc là, il vient de baisser son coude. Voilà. Et la seconde qui suit, si vous regardez bien à gauche là, il n'y a plus personne, ni le père ni l'enfant, et il n'y a pas une goutte de sang. Je vous rappelle qu'ils ont été transpercés, selon la version de France 2, par 15 balles, puisqu'on n'a retrouvé aucune balle dans leur corps, toutes les balles les ont transpercées selon la version de France 2. Donc c'est totalement absurde, et donc ça n'a absolument aucun sens. Alors, je voudrais vous faire écouter ce que déclarait Charles Anderlin à la RAI en mars 2010, donc il y a un peu moins d'un an. Selon toutes les informations que nous avons, les témoins, là je parle demi-douzaine de journalistes palestiniens travaillant pour des chaînes internationales qui se trouvaient sur place, selon Talal, le correspondant de France 2, qui est pour nous un témoin parfaitement digne de foi, selon ce que je connais de la position, les tirs ne pouvaient venir que de la position israélienne. Si quelqu'un peut nous amener la preuve de tirs venant d'ailleurs, on le diffusera, on s'y est engagé, et en même temps ce jour-là, Charles Anderlin démissionnera de France 2, ainsi que la direction de l'information de France 2. Voilà. Et pourtant, je voudrais vous faire écouter une petite interview de Talal Abou Rahma, qui est donc la source principale de Charles Anderlin. Écoutez. Did anybody, the Palestinian police, also collect the bullets, the rest? Didn't you ask? You're a journalist. It's important. I'm telling you, it's a secret for us. We have evidence, the gun of the bullet, the finger, the gun of the bullet, we pick up. The bullets are from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it?
you interviewed one from the general, he could tell you. From the Palestinian police officer. He said he doesn't know because he couldn't collect the bullets. He said he wasn't there. He didn't collect them. But, so you're doing a better investigation job than the police. We have some secrets for ourselves. We cannot give anything. Yes, everything. Donc voilà, c'est la source de France 2, la source principale de Charles Anderlin. Je dois vous montrer ce que 6 mois après les faits, il a été interrogé dans un journal marocain qui s'appelle Le Matin du Sahara ou du Maghreb. Et donc le journaliste caméraman Talal Bourma est en conférence, exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté à la cause palestinienne. Et il déclare donc Talal Bourma, qui a fait des études de management aux États-Unis, a choisi le journaliste comme moyen de défense de la cause palestinienne. Donc c'est ce qu'on apprenait dans ce qu'il a dit dans ses conférences au Maroc. Donc c'est pour vous dire, voilà qui est la source de Charles Anderlin. Donc la mise en scène qui fut diffusée par France 2 le 30 septembre n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour résumer cette mise en scène, on a donc un homme et un adolescent qui auraient reçu 15 balles dans le corps à eux deux. Il n'y a pas une seule goutte de sang. On a un enfant qui, une fois qu'il est soi-disant mort, lève le coude et tourne sa tête en direction de la caméra. Vous avez pourquoi c'est si important, des monuments, des rues, des écoles dans le monde entier comme ça. Et vous avez 2 décisions de justice en ma faveur. Une, que quand j'ai gagné le procès, puisque France 2 m'a attaqué en diffamation. J'ai perdu le premier procès en première instance et j'ai gagné en cour d'appel avec un jugement, enfin un arrêt de la cour d'appel extrêmement sévère contre France 2. Vous aurez mon email, comme je vous l'ai dit à la fin, vous pourrez m'envoyer un mail si vous voulez, je pourrais vous envoyer l'arrêt de la cour d'appel si vous voulez le lire. Et un deuxième procès que j'ai gagné au mois de juin dernier, puisque Canal+ avait fait un documentaire de 52 minutes il y a à peu près presque 3 ans, en avril, qui avait été diffusé en avril 2008, où la moitié du documentaire était destinée à me diaboliser et à soutenir France 2 sur la version Al-Doura. Je les ai attaqués moi en diffamation, et ils ont donc été condamnés au mois de juin dernier en diffamation au tribunal de Nanterre. Alors, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'état d'esprit qui s'est passé, 6 jours après avoir gagné le procès contre France 2, le Nouvel Observateur a diffusé une pétition. Et je voudrais vous en lire quelques extraits. Elle a été signée par 800 journalistes et intellectuels, entre guillemets, français, avec des gens comme Jacques Attali, Hubert Védrine, et toute la crème de la crème des journalistes français. Et donc voilà quelques extraits. Voilà 7 ans que les mêmes individus tentent de présenter comme une supercherie et une série de scènes jouées son reportage montrant la mort de Mohamed Al-Doura, 12 ans, tué par des tirs venus de la position israélienne le 30 septembre 2000 dans la bande de Gaza. Cet arrêt qui relaxe Philippe Carsanti nous surprend et nous inquiète. Il nous surprend car il accorde la même crédibilité à un journaliste connu pour le sérieux et la rigueur de son travail, qui fait son métier dans des conditions parfois difficiles, et à ses détracteurs engagés dans une campagne de négation et de discrédit. Il nous inquiète car il laisse entendre qu'il existerait désormais à l'encontre des journalistes une permission de diffamer qui permettrait à chacun, au nom de la bonne foi, du droit de libre critique et de la liberté d'expression, de porter atteinte impunément à l'honneur et à la réputation des professionnels de l'information. Nous renouvelons à Charles Anderlin notre soutien et notre solidarité. Ensuite, en l'été 2009, Charles Anderlin a été fait chevalier de la Légion d'honneur grâce à Bernard Kouchner qui lui a fait remettre en tant que son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Ensuite, l'année dernière, au mois de mai, Pierre-André Taguieff a publié un livre qui s'appelle La Nouvelle Propagande Anti-Juive, un livre qui fait 600 pages et dans lequel il consacre quasiment une centaine de pages à l'affaire Al-Doura, dans lequel il défend complètement l'opposition. Ce livre a été boycotté par 100% des médias français. J'insiste bien sur 100%. Aucun n'a voulu publier de recension. Je parle des médias non communautaires, bien évidemment. Aucun média n'a voulu publier de recension, il n'a été invité sur aucune radio, aucune télévision, alors que, si vous regardez dans le passé, chacun de ces livres donnait l'occasion à publication des bonnes feuilles dans un hebdomadaire et d'émissions de radio, de télévision et des journaux, Le Monde, Le Figaro, etc. Alors, au mois de juillet dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois, le sénateur de Haute-Garonne, Jean-Pierre Plancal, a questionné le président de France Télévisions alors qu'il allait être nommé président de France Télévisions. C'est son audition juste avant sa nomination. Je vous invite à regarder, à écouter ce sénateur.
C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD, intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman. Des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2, suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Ménard, je ne sais pas si vous voyez qui est Robert Ménard, ancien patron de Reporters sans frontières, qui a signé la pétition de Charles Anderlin il y a pratiquement 3 ans, et qui un jour, quelqu'un lui a dit, qui avait rencontré un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais que dans l'affaire Al-Doura, c'est Karsanti qui a raison. Et il a dit, ah bon, j'aimerais bien voir ça. Et donc on a eu un rendez-vous, et il a vu, il a été choqué, et donc il m'a permis d'avoir une interview dans son magazine, et dans lequel il m'a même mis en première page, France 2 raconte des bobards, et il m'a donné 5 pages d'interview, ça a été publié en septembre dernier, et donc c'est absolument important parce que c'est la première fois qu'un média français non communautaire permettait aux gens d'avoir connaissance de notre démonstration de la mise en scène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à peine une semaine, Robert Ménard a été interrogé par un site qui s'appelle Enquête et Débat, un site que je vous recommande d'aller voir, et il raconte le traitement qu'il a subi pour m'avoir interviewé. Je vous demande de l'écouter, ça dure 1 minute 30. Vous avez été un des seuls médias, en tout cas à ma connaissance, le premier média non communautaire français, à parler de l'affaire Al-Doura. Ça a été très remarqué, notamment dans les milieux pro-israéliens, d'autant plus que vous-même vous êtes connu pour ne pas être pro-israélien. On a comme principe un média, vous faisiez allusion à l'affaire Al-Doura, on a un média, un seul petit principe, c'est que personne n'est interdit de séjour chez nous. On avait interviewé, on a donc, vous le disiez, Philippe Karsanti, c'est la première fois qu'il était interviewé, en gros, dans un média non communautaire, ce que vous disiez. Mais on avait interviewé, comment il s'appelle, le journaliste de France 2. Charles Anderlin. Je le connais depuis maintenant, il oublie son nom. On ne l'avait pas interviewé, mais il y avait eu au moins 2 ou 3 papiers dans les médias qui avaient en gros pris la défense de Charles Anderlin. Je vous fais court, c'est à peu près ça. Et quand Philippe Karsanti est venu, il m'a dit, Robert, est-ce que vous trouvez ça normal que je n'ai pas pu m'exprimer? J'ai dit, mais c'est vous qui avez raison. Parce qu'on fait des... Et il fallait qu'il s'exprime. J'ai reçu des tombereaux d'insultes, et avec Emmanuel, parce qu'on avait osé donner la parole. Nous menaçant de procès avant même que le papier passe. Je sais pas, vous avez compris, sans même savoir ce qu'on avait, on l'a interviewé, donc sans même savoir ce qu'il y avait dans l'interview, on avait déjà des appels ici de gens nous menaçant de procès. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la folie. Voilà. Alors, le 7 octobre 2010, Charles Anderlin a publié un livre qui s'appelle Un enfant est mort, qui fait 200 pages,
mon nom est cité 121 fois dans le livre. 121 fois sur 200 pages, sachant qu'il y a des pages blanches dedans et tout ça. Il y avait matière à attaquer en diffamation, mais j'ai un principe en ce qui concerne ce combat-là, qui est de ne pas attaquer Charles Andernon en justice. J'attaque ses soutiens comme j'ai attaqué Canal+, mais je ne veux pas l'attaquer lui. Je pense que je veux me laisser attaquer par lui, et le débat, moi je pense que maintenant c'est plus un débat judiciaire, c'est un débat de faits. C'est un débat d'éléments, et il faut que vous sachiez qu'actuellement on est en cassation, puisque France 2 s'est pourvu en cassation avec Charles Anderlin, puisqu'ils veulent que l'arrêt de la Cour d'appel soit cassé. Ce sera si la Cour de cassation venait, et ça devrait venir dans les semaines ou mois qui viennent, si la Cour de cassation venait à donner raison à France 2, ça ne voudrait pas dire que j'ai tort et que le reportage est authentique, ça voudrait simplement dire que les arguments techniques, les éléments techniques qui ont été utilisés par les juges de la Cour d'appel ont été considérés comme non valables par la Cour de cassation. Et si je gagne, ça ne validera pas d'autant plus ma version, et ça ne transformera pas, je dirais, un faux reportage en vrai reportage. C'est vraiment simplement un argument technique. Donc on était là. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce livre a provoqué quelque chose de très intéressant en Israël, puisque vous savez que pendant 10 ans, les Israéliens se sont tus sur cette affaire. On a essayé d'obtenir un soutien de leur part. On a eu quelques fois véritablement de l'hostilité, quelques fois un soutien assez mollasson. Mais grâce à ce livre, et je pense que c'est très important de dire grâce à ce livre, 2 semaines plus tard, le bureau du Premier ministre israélien a émis un document très accusateur contre France 2, et je sais qu'il travaille actuellement sur un autre document qui serait encore beaucoup plus accusateur. Donc ça a vraiment eu un effet positif, ce document. Alors, on va arriver maintenant à la conclusion, et je vous ai dit que je vous ai une présentation vraiment, je dirais, aux faits, avec les faits les plus récents. En janvier 2011, Camille Pascal a été nommé conseiller de Nicolas Sarkozy en charge de l'audiovisuel. Ça veut dire que c'est lui qui chapeaute France Télévisions, et je souhaite vous faire entendre ce qu'il m'a déclaré au téléphone en mai 2005, alors qu'il était directeur de cabinet de Dominique Baudis, qui était le patron du CSA. Ensuite, il est passé secrétaire général de France Télévisions, où il a eu un rôle épouvantable. Mais j'aurais voulu juste que vous écoutiez les propos qu'il m'a tenus quand il était au CSA. Les informations qui vous ont été transmises, la capacité que vous avez à fouiller au fond, à fouiller au fond la personne de la terre, vous appartenez au service secret israélien, c'est votre droit le plus absolu. Vous appartenez au service secret israélien, c'est votre droit le plus. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Donc c'est pour vous dire, donc j'appartiens selon le conseiller audiovisuel de Nicolas Sarkozy au service secret israélien. Voilà un petit peu l'état d'esprit intellectuel en France à ce jour. Voilà qui a le pouvoir actuellement en France au niveau de l'audiovisuel. Voilà. Je vais conclure avec 2 choses. D'abord, je vous indique donc voilà mon adresse email. Ça, c'est si vous voulez recevoir des informations de temps en temps comme ça, quand il se passe des éléments, je vous enverrai un mail. Si vous avez des questions, des mails très très courts s'il vous plaît, parce que j'en reçois beaucoup.